Vendredi 10 avril 2015. Les abords de la prison de Saint-Gilles sont pris d'assaut par la presse. Tous sont venus assister à la sortie de Farid Bamouhamad. C'est le détenu le plus médiatisé de Belgique. C'est aussi un homme taxé de dangereux, un rebelle qui est attendu. Une histoire judiciaire à rebondissement, celle de Farid Bamouhamad. Il y a 10 jours, la justice décidait qu'il devait retourner en prison. Il avait été libéré en novembre pour raison de santé. Aujourd'hui, nouvelle... C'est Noël Collet, un agent pénitentiaire qui connaît le détenu depuis des années, qui sort le premier. Il vient de vivre les derniers moments de détention de Farid Bamouhamad. Il était impatient, il a téléphoné à son avocat et puis il a demandé qu'est-ce que je sors. Il était assis, mais ça va maintenant. Maintenant il est prêt, d'ici 2 minutes, un quart d'heure, il devrait sortir. C'est la seconde fois que Farid passe cette porte en 4 mois. Aujourd'hui, c'est la juge d'application des peines de Bruxelles qui vient de lui octroyer une libération provisoire pour raison médicale. Pas de commentaire. Cette libération est désormais assortie de conditions, l'une d'elles, ne plus répondre à la presse. Mais avant que Farid Bamouhamad ne puisse plus s'exprimer publiquement, nous l'avions rencontré quelque part à Bruxelles, près de sa maman. Nous sommes au mois de mars 2015. Farid vit alors ses premiers jours de liberté après 28 ans de prison. Mais une libération fragile, car contestée par l'État belge. J'essaie de me reconstruire et de... C'est difficile, hein, comme je dis, quand on sort de prison avec un dans la poche, de refaire sa vie. Je l'ai fait. C'est très pénible, mais je l'ai fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut me reprocher? Je comprends pas. L'homme que nous découvrons ce jour-là se bat avec ses mots et ses émotions. Il souffre d'un défaut d'élocution que ses médecins relient à ses années d'isolement. Je dois me... Comment je veux dire? Je dois me... revalider et c'est pas en prison que je vais faire ça, c'est impossible. C'est dangereux que vous soyez dehors? Bah, je pense que, excusez-moi de dire ça, je suis comme vous. Quel danger pour qui? Tout le monde dit que ce qu'ils m'ont fait en prison, c'est... comment dire, c'est des tortures et que je ne peux plus aller dans un endroit comme ça, ça va me détruire. Farid Bamouhamad, hors de la prison, reste un enjeu. Médiatique, politique, juridique. Un symbole malgré lui. Finalement, son histoire s'est éclipsée au profit d'une image. Celle de celui qu'on appelait Farid le Fou. Pour comprendre les enjeux du cas Farid Bamouhamad, il faut se replonger dans son histoire. Il y a 4 ans, nous avions déjà rencontré sa maman. À l'époque, son fils, elle ne le croisait qu'au parloir des prisons. Pour nous, elle avait accepté de ressortir les vieilles photos. Ça, c'est quand il est tout jeune. Hein. C'est où, ça? Oh, ma fille. C'est en prison, ça? Ben oui, c'est en prison, dans la cour, où on fait du sport ou quoi, comme quoi. Oui, c'était tout au début, donc je sais pas. Je me rappelle plus. Tellement qu'il en a fait des prisons, le pauvre. Là, c'est quand il a fait sa communion. Quand il était dans un centre de jeunes. Et là, et ben là, c'était quand il est jeune. Et là, c'était à Braine-l'Alleud, avec son copain. J'ai soin des photos, moi. Non? Monique a eu 7 enfants.
5 garçons et 2 filles. Farid est l'avant-dernier. À la fin des années 60, la famille quitte la France pour s'installer en Belgique. C'est là que débute la vie chaotique de la famille Bamouhamad, une vie dont Monique peine à se souvenir. Moi j'ai toujours travaillé. Hein. Il se livrait tout seul à la maison. Avec le père qui était là ou qui n'était pas là, qui était parti boire, ou qui, je ne sais pas où il allait. Il les mettait à la porte. J'allais leur donner à manger dans la cave. J'allais perculateur de café à la cave. L'autre se cachait au grenier. J'allais lui donner ses vêtements. J'y faisais du café, je donnais à manger. Ils se sont toujours livrés à eux-mêmes, les enfants. Tout le temps. C'est ça peut-être que... Mais on les a placés. Oui, quand je suis rentrée de travailler, je n'ai pas trouvé les enfants à la maison. Ben, je suis allée à la police, c'était pas loin, et j'ai demandé, j'ai dit, monsieur, mes enfants ne sont pas encore rentrés, comment que ça se... Je voudrais bien savoir qu'est-ce qui se passe. Ben, il m'a dit, on les a pris. Ils ont fait des bêtises, on les a pris. Un père alcoolique, une maman absente. Le juge de la jeunesse décide de placer Farid en famille d'accueil. Il quitte alors les rues de Molenbeek pour la région naméroise, loin de la ville, loin de son quartier. Farid a 8 ans. Il y a 4 ans, nous découvrions pour la première fois la voix de Farid depuis la prison. J'étais un enfant déstabilisé. Je ne savais pas pourquoi j'étais placé, puisque je n'avais rien fait. Mais même si j'étais petit, je savais pourquoi. Je comprenais déjà que ce n'était pas juste. Et je n'acceptais pas. Et donc, tout ça m'a découlé des figues. C'est un petit qui a des souvenirs d'une mère violentée régulièrement et qui est donc extrait de sa famille pour être protégé de cette violence. Il me parle aussi à ce moment-là de toute cette période de placement consécutif où il n'avait qu'un seul objectif, c'était de partir, de fuguer pour retrouver sa mère et quelque part pour la protéger. Il fuguait mais venait chez moi. J'allais pas le dire à la dame, mais il est chez moi quand même. Hein. C'était mon fils quand même. Farid vit ce placement comme une injustice. C'est son père, le violent, et c'est lui que l'on punit. Il grandit avec cette révolte en lui. À 12 ans, c'est le début de la vie en home. Les fugues se multiplient, les actes de délinquance commencent, des vols dans les magasins, les voitures. Farid est alors placé dans une maison de correction particulièrement rude, à Brascat. Comme d'autres, il y est maltraité. Il n'y a qu'une solution, cet enfant. Puis l'injustice qui se passe dans les hauts ou dans les condamnations, et il est obligé de commettre des méfaits. Quand il était donc dans les établissements de la protection de la jeunesse, il a été maltraité physiquement, il a été victime de pervers, il a donc été blessé, je dirais, ad vitam aeternam. Et Farid Bamouhamad est l'exemple de la personne qui a les blessures ouvertes. C'était un violent. À l'âge de 16 ans, 17 ans, Farid, il avait de l'agressivité en lui. Peut-être un peu nerveux, je ne me rappelle plus, mais pas quand même. Il a toujours été placé. Alors, à 16 ans, 17 ans, il n'était jamais chez moi, puisque le juge l'a pris à 8 ans. Les flics l'ont pris, il avait 8 ans, alors... de se trouver dans n'importe quel home, vous devenez un peu marteau quand même, hein, je sais pas moi. L'adolescent Farid a décidé qu'il n'aurait plus peur de rien ni de personne. Ses copains le surnomment alors Farid le fou. Un gamin qui avait reçu des coups depuis sa naissance pratiquement, qui a manqué énormément d'affectivité et qui se trouvait dans un monde violent qu'il ne pouvait pas comprendre. Et d'ailleurs, je ne comprends toujours pas. À 14 ans, Farid, le gamin qui n'a peur de rien, est soupçonné du meurtre crapuleux d'une vieille dame. Il n'est pas le coupable, mais il faudra attendre 7 ans pour qu'il soit innocenté. Et c'est donc avec ce soupçon que Farid est envoyé au centre fermé
de Braine-le-Château. Claude Lelièvre en est alors un des responsables. À cette époque, entraient à Braine-le-Château, qui n'avait que 2 fois 10 places, entraient les éléments les plus délinquants, considérés comme les plus dangereux dans le centre de Braine-le-Château. Donc Farid Bamouhamad est arrivé avec l'étiquette d'un jeune délinquant potentiellement dangereux, oui. C'était un garçon qui était tout à fait imprévisible, qui était assez violent, et dont les autres se méfiaient. Et déjà à cette époque, dans une certaine presse, on l'appelait déjà Farid le Fou. Donc il porte cette identification un peu particulière depuis son adolescence. Claude Lelièvre restera proche de Farid. Il lui rendra visite en prison plus tard, quand l'adolescent sera devenu un père et un écrivain aussi. Il préfacera même son autobiographie, un livre dans lequel Farid se confie. J'ai été libéré de Braine-le-Château en 1984. Quelques mois plus tard, j'ai été accusé d'un vol. Mon juge de la jeunesse a décidé de se dessaisir de mon dossier. Ce dessaisissement a eu pour conséquence d'être jugé et condamné par un tribunal pour adultes. Farid a 17 ans quand il se retrouve dans la prison des adultes à Forêt. Il est d'abord condamné à 18 mois de prison. À sa sortie, il commet un hold-up et cette fois, c'est pour 5 ans que Farid s'installe derrière les barreaux. S'installe, non, jamais vraiment. Pour gagner ma virginité, j'ai dû me battre. Pour gagner ma dignité en prison, je dois aussi me battre. C'est une folie, c'est dingue. Quand vous connaissez le système carcéral, les rapports qu'il y a entre les détenus et les surveillants, et les rapports entre détenus, évidemment, il peut aussi être victime de son personnage. Peut-être que quelque part, en prison, il doit être ce Farid violent. Et pour se faire respecter, il doit être ce Farid violent. Le bras de fer avec les agents pénitentiaires débute. La violence s'impose des deux côtés des barreaux. Mais Farid, le détenu, a choisi de ne rien céder. C'est à partir de ce moment-là que tout s'est enchaîné. Les cachots, les années de régime cellulaire strict, mes tentatives d'évasion, les émeutes, les prises d'otages et la hantise des surveillants à mon égard avaient démarré. Farid devient l'incontrôlable. Il hurle contre ce qui se passe dans le huis clos de sa cellule. Il va alors tenter de s'évader de la prison de Mons, puis de celle de Lantin. Il prendra un gendarme en otage. Des actes insensés. Farid n'a pas 20 ans. Ce n'est pas de la violence. Je peux rentrer en prison, je peux revenir. Je suis trop mal. Je peux plus. Ce qu'on m'a fait, je peux plus. C'est pas possible. C'est quelqu'un qui a ses propres règles de vie. C'est quelqu'un de très fier. C'est quelqu'un qui ne cède pas quand il considère qu'il a raison. C'est quelqu'un qui n'a pas peur des coups. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'en donner non plus, d'ailleurs. Et donc, dans un système carcéral où, si vous le mettez en position où il doit baisser la tête, s'il doit se mettre à genoux, s'il doit demander quelque chose, s'il doit quémander quelque chose, eh bien, vous allez automatiquement à l'incident avec une personnalité pareille. C'est un insoumis. Il était déjà insoumis à Braine-le-Château, il est resté un insoumis. Son parcours pénitentiaire est un véritable chaos ininterrompu jusqu'en 1993. À cette époque, Farid obtient une libération conditionnelle et rencontre son premier amour, Nathalie. Ouais, je l'ai aimé comme un fou. Oui, excusez-moi, dans l'amour, dans le sexe et dans le sang. L'amoureux transi a été expulsé vers la France. Pourtant, Farid brave tous les interdits pour retrouver celle qu'il aime. Nathalie lui révèle avoir été victime d'un viol pendant son absence. Et un jour de juillet 1994, alors qu'il se balade dans les rues de Bruxelles, Nathalie reconnaît un de ses agresseurs et le désigne à Farid. Quelques secondes plus tard, Farid le tue de sang-froid. 4 jours plus tard, il est arrêté. C'est alors le retour à la case prison. Farid est condamné à 13 ans.
Pendant cette détention, il épouse Nathalie. Ensemble, ils auront une petite fille. Depuis la naissance de ma vie a basculé. Cette petite fille m'a fait vivre et je me suis accroché à elle. Quand cet enfant voit le jour, ses deux parents sont en prison. Nathalie, sa maman, a été condamnée dans le cadre du meurtre de son violeur. Il faut donc organiser des visites pour que le père rencontre cet enfant, devenu sa raison de vivre. Sophie Beuys est alors psychologue au relais enfants-parents. Et c'est grâce à elle que Farid va faire connaissance avec son bébé. C'était un nouveau papa, donc c'était un premier bébé avec toutes les émotions d'attendre, d'accueillir un enfant d'un père qui, évidemment, aussi s'en veut d'accueillir un enfant dans ce contexte-là et malgré tout apprend la tendresse, la douceur, la relation avec un nouveau-né, un bébé. Farid est papa et son unique volonté, c'est voir sa fille. Sa détention apparaît alors moins chaotique. Il entame même une thérapie. Mais de l'autre côté des barreaux, Nathalie, elle, s'éloigne. Elle retombe dans la drogue et c'est la rupture. Quelques mois plus tard, Farid est libéré et expulsé vers la France, son pays d'origine. Là, une autre vie commence. À Lille, où il s'installe, il fait la connaissance de personnes qui l'aident à tenir la tête hors de l'eau, à trouver du travail et un logement. Seule ombre au tableau, sa fille. Elle est restée en Belgique, chez les parents de Nathalie, qui s'en occupent. Aucun droit de visite n'a été légalement prévu. C'est encore Sophie Beuys qui organisera les visites en France. J'étais la première à amener ce bébé en liberté, découvrir son père aussi. Donc un enfant qui a toujours connu son papa derrière les barreaux, entre quatre murs, avec tout ce système de contraintes, de lourdeur aussi. Et de se promener dehors, de pouvoir prendre une crêpe, de découvrir les arbres et la nature avec son père. C'était un moment magique, je pense, pour l'enfant et pour le papa aussi. Et je crois que ces moments ne sont pas oubliés dans la tête de l'enfant. Et puis un jour, tout s'écroule. En pleine fête de fin d'année, Farid se retrouve seul. Il devient fou de tristesse et de colère. Et le 30 décembre 1999, malgré l'interdiction de revenir en Belgique, il quitte ses amis et prend la route vers Bruxelles, là où vit sa fille. Il considère que puisque l'enfant ne vient pas à lui, il va à l'enfant. Et donc il transgresse les normes, les règles, et il sabote tout ce qu'il a construit. Mais il ne se rend pas compte à ce moment-là qu'il va tout perdre. Il y a quelque chose chez lui qui ne réfléchit pas à ce moment-là, quoi. Il est pris dans cette pulsion de je ne peux pas m'arrêter, je dois aller auprès d'eux. Après 6 jours de folles hésitations, il pénètre chez les parents de Nathalie, muni d'un revolver et d'une grenade. Il n'a alors qu'une seule idée en tête, voir sa fille. Mais c'est quand même dingue que j'ai pu m'émerveiller devant ce petit être pendant, entre guillemets, ces extractions. C'est une folie de devoir venir avec des âmes quelque part pour pouvoir aimer votre enfant, pour pouvoir la laver, pour pouvoir s'émerveiller devant ce petit être. C'est dingue quand même, c'est fou. Il a utilisé une méthode totalement inadaptée et gravement lourde de conséquences. C'est d'obliger la famille dans laquelle elle résidait à le suivre sous la menace d'armes et d'explosifs dans un quick pour manger ensemble. Tout ça, dans la tête de Farid, ce n'était pas une intention d'agression meurtrière, de vouloir faire exploser tout le monde, etc. La grenade symbolise chez lui, je crois, son côté explosif. Ça ne veut pas dire qu'il va tout faire péter, mais ça montre que c'est quelqu'un qui ne contrôle pas cette impulsivité. Et en une fois, sachez que je peux péter un câble. Farid est arrêté et incarcéré à Forêt. En janvier 2002, il est condamné à 5 ans de prison. Une nouvelle détention pendant laquelle Farid n'a qu'une obsession,
maintenir le lien avec sa fille. Il obtiendra alors un droit de visite, quelques heures tous les 15 jours. Mais les rencontres sont difficiles dans des prisons pas vraiment faites pour ça. Farid obtient alors des sorties spéciales. Il peut rencontrer sa fille quelques heures à l'extérieur. Mais les liens sont compliqués à créer et rien ne se passe de manière idyllique. C'est le 17 août 2005 que tout bascule à nouveau. Farid ne reprend pas le train vers la prison, mais pénètre dans l'appartement où vit sa fille. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. On débute avec ce forcené qui s'est retranché dans un appartement du centre de Bruxelles en tout début de soirée. Son ex-femme et ses 2 enfants en otage. Il est armé et a déjà tiré à plusieurs reprises sur la foule dans la rue. Les faits se passent à 2 pas de la Grand Place, au premier étage du café L'Albertine, rue de la Samaritaine. Pas moins de 80 policiers ont été dépêchés sur les lieux. Farid apparaîtra plusieurs fois à la fenêtre, une grenade à la main. Tout ça devant l'œil des caméras. Très vite, il relâche sa fille. Mais la prise d'otage se poursuit, s'enlise. Farid m'appelle à 10h du soir, depuis la prise d'otage, et on parle pendant 1 heure. Puis il appelle l'assistante sociale pendant 1 heure. Puis il me rappelle à minuit, jusqu'à, je crois, 2-3 heures du matin. Parce que moi, ce que je voulais, c'était qu'il parle et que sur écoute, on entende qu'il ne voulait tuer personne. Parce que j'avais pas envie d'un carnage, évidemment. Ben, il voulait sûrement encore voir sa fille, puis qu'il n'a pas su la voir. Hein. Il se met en colère, peut-être. Hein. Et qu'il fait des trucs qu'il ne doit pas faire. Je ne sais pas, moi. Hein. L'attente commence interminable, sous l'œil des caméras, de temps en temps ponctuée par l'apparition des otages, comme ici par exemple, lorsqu'ils se font distribuer de la nourriture. C'est que la nuit risque d'être longue. Il me dit son désarroi, il me dit que tout a basculé, qu'il a tout perdu, qu'il veut mourir. Et donc là aussi, je dis, Farid, si toi tu veux mourir, mais qu'avec toi meurent tous les autres, si tu fais exploser la grenade, tu te rends... Non, je ne veux pas tuer les autres, etc. Alors je dis, oui, mais si tu te fais exploser avec les policiers, je dis, tu fais exploser aussi tous des innocents, etc. Donc tout ça, c'était un dialogue continu. Ben, je suis arrivée là-bas, je comptais voir Farid pour l'empêcher de faire des conneries comme ça. Ben, on ne l'a pas vu. La police, des gens en civil nous ont pris, nous ont mis dans une pièce toute la nuit, toute la soirée, toute la nuit, jusqu'au lendemain, vers midi, ils nous ont mis dehors. Ce matin, une opération pour déloger le preneur d'otages aurait bien été prévue par la brigade d'intervention spéciale. Mais devant le danger que cette opération pouvait représenter pour les otages, eh bien, les forces de l'ordre ont préféré finalement annuler cette opération. Qu'est-ce qui se serait passé si j'étais venue, si sa maman était venue avec moi? Est-ce qu'on aurait pu le faire sortir? Moi, je dis oui. En attendant, ça ne s'est pas passé comme ça, il a été endormi, on l'a attrapé, mis dans un sac et voilà quoi. Il est arrêté dans des conditions extrêmement graves. Et on peut le comprendre, l'escadron spécial est intervenu, tout le centre de la ville est bloqué, il a des explosifs, on ne sait pas quelle est la nature de ces objets. Il sera donc arrêté dans des conditions très pénibles, ce que l'on peut comprendre. Il va être réincarcéré et voilà, ça recommencera. Comment se fait-il qu'un type qui a déjà pris en otage une première fois reprend en otage une deuxième fois sa famille? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a quand même quelque chose qui cloche. Et puis, la seule explication que je vois, c'est que quelqu'un qui a été enfermé les 3/4 de sa vie dans une prison, une fois qu'il est libéré, il ne peut pas faire autre chose d'autre que de se mettre avec les personnes qu'il aime et de se transformer en gardien qui garde la famille en otage, c'est-à-dire il est là avec une arme et il les garde, et il ne sait pas pourquoi il les garde, il ne sait pas pourquoi il est là, mais il reproduit. Donc il a eu le schéma « je suis enfermé, j'enferme ». Il est fou à ce moment-là? Non. Non, il n'est pas fou, Farid. Aucun de mes enfants s'en fout. Non. Pour ces faits, il sera condamné à 9 ans de prison. Et ce retour derrière les barreaux se passe sous haute tension.
Sa réputation renforce les conflits avec les agents pénitentiaires. Très vite, la violence reprend sa place. Un gardien est blessé. À partir de ce jour-là, l'administration décide pour lui un régime spécial de détention. Un isolement total, plus de contact avec les autres détenus, des menottes lors des visites. Des conditions exceptionnelles qui n'apaisent personne et qui seront renouvelées tous les 2 mois. Sa présence et ce régime si particulier créent une tension. Il devient la bête noire de la plupart des surveillants. À tel point que les agents refusent de parler. Ceux qui acceptent le font anonymement. C'est un détenu très difficile, qui est bourré de privilèges par rapport à tous les autres détenus. Disons que dans le passé, il a prouvé à plusieurs reprises que il pouvait mettre sur le carreau, comme on dit, les agents pénitentiaires, et qu'à un moment donné, quand il estime avoir usé de toutes les ressources possibles pour obtenir satisfaction et qu'il arrive à un point de rupture, il devient violent. J'ai vu des collègues qui sont tombés en accident de travail suite à une intervention avec cet individu. Le discours des agents restera prudent. Pour mieux comprendre la violence du conflit, il faudra que la caméra se fasse plus discrète. C'est-à-dire qu'on a quand même eu des collègues qui ont été quand même agressés et tout ça, donc tout ça, ça fait directement le tour. Faut laisser directement quand il se passe quelque chose, quoi. Je crois qu'il a agressé à toutes les prisons parce qu'on n'arrête pas de le bouger de toute façon. Il n'y a personne qui le veut. Il est dangereux parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec lui, de toute façon on ne sait rien faire. Mais si peu qu'on bouge, on a les droits de l'homme sur le dos, donc c'est strictement rien. Donc on ne sait rien faire, on doit laisser pisser. Alors quand ça va trop loin, on met dans une autre prison. Puis on mettra encore dans une autre et ça change tout le temps. Dans celui-ci, dans ce cas-ci, c'est plutôt pour le personnel qu'on le déplace. On ne sait rien faire avec un gars pareil. Le moment où il est calme, il est gentil, il ne fait rien du tout, il est tout à fait normal. Et puis le lendemain, il faut passer la porte de la porte. Autrement, on fait la porte tout le temps sur la gare, quoi. Oh non, ça c'est... C'est pour ça qu'on l'appelle le fou d'ailleurs. Vous avez blessé des agents? 6. Et 2 grosses plaintes. Oui, c'est vrai. Je l'ai rentré dedans. Ouais. D'accord, je suis là, cachot. Il y en a 20 qui me rentrent dedans. Qu'est-ce que je fais? Je me laisse ça passer. Qu'est-ce que je fasse? Jamais j'ai levé la main sur un instrument avant qu'il ait essayé de lever sa main sur moi. Jamais. Jamais. Je peux lever ma parole. Jamais. Excusez-moi, je ne vendrai pas mon âme à ces vautours. Et je garderai ma dignité. Et c'est ça qui les dérange. La réponse de l'administration pénitentiaire, le changer de prison. Pas moins de 30 transferts en 5 ans. Et maintenir son régime spécial de détention, son isolement, sa surveillance. Des mesures qui n'apaisent pas les gardiens. Ils estiment ne pas avoir les moyens d'appliquer ces décisions. À Namur, la grève se poursuit. Les agents ont décidé, vous le savez, de mener leur action au finish, c'est-à-dire jusqu'à ce que Farid Bamouhamad soit transféré dans une autre maison d'arrêt. Ils estiment, je vous le rappelle, ne pas être en mesure d'assurer leur mission face à des détenus jugés particulièrement dangereux. Monsieur Ben Bouhamad a des mesures particulières de sécurité. Donc, les autres détenus, quand Monsieur Ben Bouhamad ira au préau, à la douche, au greffe, à la psychologue, au téléphone, les autres détenus seront renfermés. Farid Bamouhamad est surtout un détenu imprévisible. On va discuter comme on parle maintenant. Et en une fois, il va péter un plomb et il va planter une fourchette dans un agent comme c'est arrivé à Lantin, ou il va fracturer le genou d'un agent comme c'est arrivé à Forêt. Et on n'a pas le matériel pour réagir face à un détenu comme ça. Les agents pénitentiaires ne sont pas en grève pour un seul détenu. Ils sont en grève pour leurs conditions de travail qui sont accentuées par la présence d'un tel détenu. Pourtant, parfois, devant la prison, on entend des agents pénitentiaires pointer la responsabilité de Farid Bamouhamad. Bien sûr qu'il a une responsabilité, ça c'est clair, mais c'est pas ça qui va faire que demain le système carcéral va mieux fonctionner en Belgique, que demain les agents pénitentiaires auront du personnel en plus, que demain ils auront des outils de communication, que demain ils auront des outils sécuritaires. C'est pas que le fait que Bamouhamad reste ou s'en aille, ça ne va pas rien solutionner, mais effectivement il met en lumière les dysfonctionnements et les manquements dans les différents établissements pénitentiaires du pays.
Farid Bamouhamad, révélateur des problèmes de tout un système, une question à laquelle l'administration pénitentiaire a refusé de répondre. Elle a imposé le même silence à tous les directeurs de prison. C'est donc vers un ancien que nous nous sommes tournés. Lui parle, mais sans citer le nom de Farid. Je ne sais pas si le public s'en rend bien compte, mais l'énergie qu'il faut consacrer à ce genre de détenus est importante, est énorme par rapport à l'énergie et à ce qu'on consacre aux autres détenus. Qu'est-ce qu'on fait de ce détenu que les agents ne veulent plus garder? Je pense qu'il faut trouver une autre structure, une autre solution. Et en attendant? En attendant, je crois qu'il faudrait aussi que certains détenus manifestent, je vais dire, de la bonne volonté pour qu'au moins ils se comportent normalement dans ce qu'on leur propose et dans les ouvertures qu'on leur propose. À l'extérieur de la prison, la vision est bien différente. Ce jour-là, la maman de Farid et Marthe-Marie, une amie, se rendent à la prison de Jamio. Et elle, c'est de maltraitance qu'elle parle. C'est déjà, ils étaient bien traités. Hein? Oui, oui. C'est déjà, ça. ils étaient bien traités. Voilà, c'est ça le problème. Mais comme il est toujours maltraité, c'est ça qui est embêtant. Hein? Oui. Et je me demande comment ça va finir, ça. À ton avis? Ça va bien finir. Oui. Ça doit. J'espère de tout croire. Marthe-Marie est une jeune pensionnée. Depuis sa participation comme jurée à un procès d'assises, elle s'intéresse au sens de la prison. Elle a lu le livre de Farid. Depuis, elle a décidé de se battre pour lui. Ah bah, on est arrivé chez Farid. Hein? Oui. Oui. Là, il va nous attendre. Voilà. Oh, il est parti, Après 1 an et demi de démarches administratives, Marthe-Marie a obtenu l'autorisation de rencontrer Farid. Comme sa maman, elle le suit de prison en prison. Les visites se déroulent 1 fois par mois et durent 1 heure. Pour Marthe-Marie, c'est l'occasion de passer de l'autre côté des murs. Pour Farid, c'est l'occasion de se confier. Farid est un peu nerveux, malheureux, on dirait qu'il est malheureux. Il a beaucoup maigri. Oui? Oui, oui, moi je le trouve beaucoup maigri. Alors ce qui est terrible, c'est qu'il a parlé beaucoup de toutes les provocations qu'il reçoit. Qu'il reçoit en Alors, prison. il a très dur, vraiment très dur, parce que ces provocations, c'est du style, on frappe sur sa... il frappe parce qu'il a besoin de quelque chose, il demande qu'on vienne, il voit les pieds, il voit qu'il y a quelqu'un, et on ne répond pas. Et on attend 10 minutes, 1/4 d'heure, il entend rigoler, il refrappe, on le laisse attendre. Ou bien on ne vient pas changer son essuie-toilette, ou bien, enfin, toutes sortes de petits problèmes comme ça, continuellement, pour qu'ils réagissent et qu'en fait, ils cherchent à de nouveau à ce qu'ils partent et pouvoir faire grève pour qu'ils partent, quoi, hein. Ils cherchent une raison. Et il revient toujours avec le fait que lui, il ne veut pas ramper. Et qu'à cause de ça, on ne le supporte pas, parce que lui, il ne veut pas ramper. Les avocats de Farid Bamouhamad dénoncent depuis plus de 10 ans les conditions de détention de leurs clients. Marc Neve est l'un d'eux. Il est aussi membre du Comité européen pour la prévention de la torture. Quand il devait recevoir la visite de sa maman derrière une vitre, eh bien, on lui laissait les menottes dans le dos. Qu'est-ce qui permet de justifier des conditions semblables? Rien. J'ai été le voir 1 fois, il avait les mains attachées comme ça. Mais plus haut, mais tout court dans le dos. Je disais, mais pistonné comme ça. Je disais, mais Farid, t'as pas mal. Il me dit, si, mais... Il y a eu une scène assez pénible qu'il a subie. C'était à la prison de Ytre à un moment donné. Il avait transféré d'un autre établissement vers la prison d'Ytre. Et là, dès son arrivée, alors que le transfert n'avait pas causé d'incident, une fois pris en charge par le personnel, il était... entravé, c'est-à-dire les pieds et les mains liés et attaché d'ailleurs par une barre dans le dos. C'est un procédé assez curieux et placé comme ça en cellule. Quelque chose que je n'ai jamais vu. Et je me suis renseigné, je n'ai pas trouvé d'autres cas, même à l'étranger. À Bruges, moi j'ai trouvé que c'était pire encore, puisque là... je n'ai même pas pu être en contact avec lui directement. Il est resté dans sa cellule et on m'a conduit à la porte de sa cellule de haute sécurité où là j'ai dû lui parler par
le passe-plat, si vous voulez, où on passait la nourriture. Ça sentait particulièrement mauvais dans cette cellule. On va l'humilier en lui donnant pas de papier de toilette et en l'obligeant à s'essuyer avec. Le cinglet troué, puant, qu'on lui aura donné comme vêtement de pénitentiaire de cachot. S'il fallait l'amener à la douche, eh bien on demandait à un escadron, enfin des gendarmes, des policiers, de venir s'occuper de lui pour lui faire prendre sa douche menottée, entravée. On ne traiterait même pas un animal comme ça en Belgique. N'oublions pas qu'on est en Belgique au XXIe siècle et qu'on est fier d'avoir signé toutes les conventions de droits de l'homme. Gérard de Koninck a été directeur de la prison de Lantin. Il a eu Farid Bamouhamad sous sa responsabilité et des agents pénitentiaires sous ses ordres. Il était un rouage du système et lui aussi a été un témoin direct de certains dérapages. Moi j'ai eu des échos de surveillants qui disent il faut le tuer, il faut l'exécuter. J'avais un chef surveillant d'une prison qui m'a dit maintenant il est cuit. Et un jour il est arrivé en réunion au matin en disant maintenant il est cuit, ça va être une plante, on va le piquer, ça va être une plante. Ce sont ces mots. Et moi je lui ai répondu que tant que je serais là, ce ne serait pas comme ça, que ses avocats seraient avertis et qu'il reste une personne. Mais c'était une sorte de lutte de pouvoir avec Farid. Il voulait avoir le dessus. Farid ne veut pas s'écraser et lui veut avoir le dessus sur Farid. Je crois qu'il y a aussi chez les agents à juste titre, dans ces conditions de travail, de la violence et des coups qui se perdent facilement de ci, de là, ça c'est connu. Bon, donné pour un rendu, quoi. Alors qui a commencé? Bon, parfois c'est Farid, parfois il y en a qui vont aller le coffrer en disant on va se défouler sur Farid, j'en suis sûre. Et par moment, je pense qu'il en a encaissé aussi plus que d'autres. De multiples plaintes ont été déposées pour dénoncer les conditions de détention de Farid Bamouhamad, souvent en urgence. L'une d'elles a défrayé la chronique, car dans cette affaire, c'est l'État belge qui a perdu. Le tribunal a en effet considéré qu'il y avait une faute. L'administration pénitentiaire avait été au-delà de ce qu'elle pouvait faire et nous avons obtenu gain de cause en ce sens que l'État était condamné à payer une indemnisation pour le dommage subi suite aux conditions de détention d'exception qui avaient été imposées. Dans un jugement rendu en 2010, l'État belge est condamné pour traitement inhumain et dégradant. Ce jugement pointe notamment le nombre de transferts injustifiés, un menottage systématique lors des visites, un régime de sécurité devenu la norme, et souligne une déstructuration de l'état psychiatrique du détenu suite à ses conditions de détention. L'État belge a fait appel et a eu gain de cause. Claire Capron est visiteuse de prison depuis 30 ans. Les dégâts du système, elle connaît. Elle sait aussi que le sort des prisonniers n'intéresse pas grand monde. Une erreur, dit-elle, car aujourd'hui, quand les détenus sortent, ils sont encore plus dangereux. On fabrique l'insécurité en les mettant en prison de cette manière-là. On fabrique notre insécurité. Ça, c'est assez extraordinaire politiquement, parce que tout le monde s'imagine qu'on met les personnes en prison et que de ce fait-là, la société est protégée, mais ce n'est pas le cas. Donc les détenus ressortent tous. Donc il y en a à peu près 17 000 qui sortent chaque année de prison. Mais dans quel état mental sont-ils? Dans quel état de colère
Et de cet esprit, pas tous, hein, grâce à Dieu, mais quand même, souvent, il y a un grand esprit de vengeance qui est là. Hein. Vous croyez que c'est la sécurité de notre société? Si on veut faire du bon travail en prison, il faut limiter le nombre, éviter cette surpopulation, et limiter le nombre de détenus et travailler avec du personnel éducatif et psychologique, faire en sorte, et c'est pas, ça coûte, mais ça coûtera moins cher que ce qu'on fait aujourd'hui, où on stocke les gens, on les met comme des rebuts à l'écart, dans des lieux pour ne plus les voir. Mais on croit que tout est réglé en ne les voyant pas, mais ils vont revenir très vite. Et ils vont peut-être faire pire, parce qu'ils vont élargir leur connaissance du domaine criminel. Et les études montrent qu'au-delà de 3 ans d'incarcération, le bénéfice à la limite des premières années où vous pouvez faire une remise en question, etc., s'inverse. C'est-à-dire, de coupable, vous devenez victime. Et donc, le processus, à ce moment-là, se retourne contre vous, se retourne contre la personne incarcérée. Et la prison préfère dire c'est Farid le problème, qu'essayer de se dire qu'est-ce qu'on doit changer en général. Il ne s'agit pas de donner un régime de faveur à Farid parce que c'est Farid, mais c'est de réfléchir à l'ensemble. Bien loin de la prison, Marthe Marie vit au rythme de la détention de Farid Bamouhamad. Et elle plaide pour qu'elle s'arrête. Moi, je me demande quand est-ce qu'il va s'en sortir, Farid, dans des conditions pareilles. Il n'a pas la possibilité de montrer qu'il s'améliore, qu'il veut vivre autre chose. Il n'en a pas la possibilité, l'occasion, quoi. Il peut être pendant 1 an et demi, 2 ans sans faire le moindre écart et on continue, sa réputation continue à le suivre. Comment est-ce qu'il va en sortir dans des conditions pareilles? Ça ne sert plus à rien, la prison, pour lui. Ça ne fait que lui faire du mal et ça crée un problème pour toutes les prisons. Alors je vois vraiment pas l'intérêt. À ce moment de son histoire pénitentiaire, Farid Bamouhamad a été libéré à 3 reprises. À chaque fois, il est retourné en prison pour des faits liés à son histoire personnelle. Si vous regardez bien les derniers faits de Farid Bamouhamad, ce sont des faits de violence liés à sa situation familiale. Et les faits de violence que nous connaissons en prison, c'est des faits de rébellion. Ce n'est pas des actes, en tout cas à ma connaissance, de délinquance du type mafieux, de type prise d'otage pour braquer une banque, agression de personnes pour voler le... C'est pas ça. C'est des comportements inadaptés, violents, qui posent problème au sein de l'établissement pénitentiaire ou qui posent problème à l'extérieur dans ses relations avec sa famille. Si Farid est bien soutenu à une activité professionnelle et un soutien psychologique, je pense qu'il ne présente pas de danger. Pas plus que vous et moi, je pense. Sincèrement. Je sais qu'il a toute sa personnalité, qu'il est impulsif, mais il n'est pas fou ni malade mental. Donc c'est quelqu'un de tout à fait normal. Mais la prison l'a vraiment abîmé. Et je crois qu'il a quand même toujours gardé cet espoir qu'il pourrait s'en sortir, je pense vraiment. Coup de théâtre. Alors que l'histoire Bamouhamad semble écrite, elle connaît un rebondissement ce jour de septembre 2014. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue à vous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Farid Bamouhamad demande l'euthanasie. Après 28 ans derrière les barreaux, ce détenu qui a souvent défrayé la chronique nous a expliqué qu'il voulait mourir pour ne plus souffrir en prison. Si je me tuer en réalité, mais qu'ils le font une fois pour toutes, pourquoi pas? Je vais être honnête avec vous. Pourquoi ils ne le font pas carrément? Je vais essayer, puisque maintenant je vais vous le demander. Bah, allez-y, tuez-moi. On n'a pas entendu un appel qui était le sien, qui était sa demande d'euthanasie, en disant ce régime est en train de me détruire à petit feu, cette administration est en train de m'écraser, et eh bien il vaut mieux que je meure tout de suite, et je demande donc à cette administration, à l'État belge, de me tuer. Et il n'est pas entendu, ça tombe, je dirais, flop, il n'y a personne qui lui répond. Et dans une certaine cohérence, eh bien, il va alors se laisser dépérir, il ne va plus s'alimenter. C'est donc parce que sa demande d'euthanasie n'est pas entendue que Farid Bamouhamad entame une grève de la faim. Dans ce système qu'il juge destructeur, mourir lui semble la seule issue.
Même si, sur le plan juridique, la lutte n'a jamais cessé, avec parfois des victoires, comme cet arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, qui condamne l'État belge à cesser de le changer de prison tous les 3 mois. La Cour a ordonné à l'État belge de suspendre la politique de transfèrement de M. Bamouhamad et ordonne de détenir l'intimé ailleurs que dans un cachot. Malgré tout, les transferts se poursuivent. Les tensions entre les gardiens et le détenu aussi. Et ce n'est pas avec ce procès contre 2 directeurs et 4 agents de la prison d'Ytre que cela va s'apaiser. Une fois de plus, Farid demande à la justice de se prononcer sur ses conditions de détention. Comment on peut imaginer qu'on met une personne attachée sur une chaise pour handicapé qui est bloquée, les pieds et les mains, une ceinture autour de son ventre, sur son ventre, vous dites un tueur à travers un guichet, vous avez juste votre main, comment vous faites, vous vous joignez sur vous, vous faites sur vous, parce que vous ne savez pas vous à la toilette, comment vous faites, c'est pas normal. Comment vous installez sur une plaque en fer, on vous entrave de tel côté, on vous met de tel côté, c'est quoi ça? Je ne comprends pas très bien. Les faits jugés datent de 2007. Farid était resté entravé 11 jours dans son cachot. Les préventions retenues contre ces 4 agents pénitentiaires et leur directeur sont claires. Avoir soumis une personne à un traitement inhumain, en l'espèce Bamouhamad Farid, volontairement fait des blessures ou porté des coups à Bamouhamad Farid. Un agent et 2 directeurs sont condamnés pour traitement dégradant. L'État belge a fait appel. Et donc on est dans un système complètement fou où M. Bamouhamad est mis en prison parce qu'il est violent, mais on doit le protéger en prison contre la violence de ceux qui doivent le garder. Et donc, vous comprenez qu'à un moment donné, eh bien, on a vraiment le système qui fonctionne à l'envers. Je sais qu'on commet un délit, il faut être sanctionné. Bon, on est sanctionné à une peine de prison et pas une peine de torture. Le système, il est extrêmement violent, extrêmement. Il n'y a pas de loi. Il n'y en a plus, il n'y en a pas. Dès que vous rentrez, la logique s'enlève. Et c'est comme ça. Et tout le monde le sait, tout le monde fait ses yeux. Pas d'issue et pas de perspective d'obtenir des congés pénitentiaires dans un régime où l'isolement est la règle. Et cela malgré les rapports des médecins qui s'accumulent et même malgré des avis favorables qui émanent directement des prisons, à l'image de celui-ci où le directeur de la prison d'Andenne ne mâche pas ses mots. Il m'appartient de constater que ces années d'enfermement dans des conditions qui n'ont pas toujours été respectueuses de la dignité humaine ont détruit une bonne partie de l'énergie vitale et des capacités d'adaptation de cet homme, car il s'agit effectivement d'un homme dont il ne faudrait pas oublier qu'il doit être traité en tant que tel. Vient, je crois, un moment où nous devrons collectivement décider qu'un homme privé de liberté doit obtenir sa chance de la récupérer. Je pense que ce moment est venu pour Farid Bamouhamad. Face à cette grève de la faim qui conduit son client à la mort, Thierry Moreau introduit une requête en urgence devant la Cour européenne des droits de l'homme. Son argument, Farid Bamouhamad doit sortir pour se soigner, car c'est la prison qui est à l'origine de sa maladie. Nous mettons tout ça à plat devant la Cour européenne en disant, écoutez, voilà la situation, voilà les impacts décrits par les médecins psychiatres, aussi bien d'administration que par ceux que nous avons consultés sur sa santé mentale, et les impacts sont très graves. Ils nous disent très clairement, écoutez, ce lieu, la prison, est devenu un véritable lieu traumatique. Le trauma est très important et on ne peut pas soigner ce trauma dans le lieu traumatique. Il faut d'abord le sortir du lieu traumatique pour pouvoir enfin commencer à le traiter. Le 28 novembre 2014, la Cour européenne de Strasbourg rend une décision prudente. Prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer un traitement conforme à la Convention, y compris s'il y a lieu, dans la mesure du possible, son transfert dans un hôpital civil où il pourra bénéficier des soins nécessités par son état psychique et physique. C'est ici, à l'hôpital de la Citadelle, que Farid est alors transféré dans une chambre sécurisée, annexe de la prison de Lantin. Insuffisant pour ses avocats. Donc en fait,
On reste dans le régime pénitentiaire et par ailleurs, dans ce transfert, on ne s'occupe que du problème de grève de la faim. Il n'y a personne qui va prendre en charge le problème de la santé mentale. Alors devant cette situation, nous avons saisi le juge des référés de Liège de manière unilatérale pour qu'il libère M. Bamouamad. Le juge va suivre ce raisonnement. Farid est libéré une première fois le 30 novembre, sans condition, sans surveillance, mais avec beaucoup d'incertitudes, car l'État belge s'oppose à cette décision. 4 mois de liberté plus tard, nouveau rebondissement. L'État obtient gain de cause. Farid Bamouamad doit être réincarcéré. C'est ce jour-là qu'il accepte de parler face à notre caméra. Tout ce qu'on m'a demandé au TAP, je l'ai fait tout seul. J'ai pas besoin de quelqu'un qui m'a guidé. Je l'ai fait. C'est très pénible, mais je l'ai fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut me reprocher? Je comprends pas. Si on parle de mes anciennes victimes, je n'ai plus de problème avec eux, donc c'est terminé. Et je veux même pas en parler parce que c'est familial. Maintenant, on s'entend bien, on n'a pas eu bien de justice. Et je veux que ma fille vive en paix. Et que aussi. Et je crois que j'ai fait des erreurs dans ma vie, mais un jour, il faut se mettre en question. Vous avez peur de retourner en prison? Pourquoi je veux retourner en prison? Qu'est-ce que j'ai fait? Et pourtant, 2 jours après cette interview, le parquet de Bruxelles ordonne sa réincarcération. C'est accompagné de son psychologue que Farid reprend volontairement le chemin de l'hôpital de la prison de Saint-Gilles. Je comprends pas ce qui se passe. Je sais pas, c'est un acharnement contre moi. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'aurais pu partir, faire ce que je veux et ça ne m'intéresse pas. Et maintenant, je sais ce qui va se passer. Vous êtes là devant moi et je vais rentrer dans un milieu qui est hostile par rapport à moi. Et tu vas commencer. Oui, à part qu'ils vont se rendre compte que tu as changé, quoi. Vous avez changé en 4 mois? Mais je vais vous dire une chose, je n'ai jamais été comme vous croyez, comme les gens pensent. C'est quoi la vie? C'est l'amour. C'est l'affectivité, c'est pas la violence, c'est pas ça. Tu viens de prouver que les 4 mois que tu as passés dehors, ça s'est passé très calmement, très bien. Et là, tu as quand même changé parce que tu es beaucoup plus calme par rapport aux injustices que tu ressens ou que tu subis. La preuve, c'est que tu viens calmement te livrer toi-même, quoi. Donc ça, c'est quelque chose de terrible, quoi. Et franchement, j'y vais parce que mes avocats me le demandent. Je sais ce qui m'attend. Et c'est vrai que j'ai peur. On va y aller, ouais. Je crois. Mais merci en tout cas. Passez une bonne journée et merci. Autour de Farid ce jour-là, quelques-uns de ses proches, mais aussi une de ses anciennes victimes. Dès qu'il aura passé la porte, ses avocats introduiront une nouvelle demande de libération provisoire pour raison médicale. On le sait, désormais, 9 jours plus tard, ils obtiendront gain de cause. Le juge libérera Farid Bamouamad le 10 avril 2015 afin qu'il puisse poursuivre ses soins et sa réinsertion dans ce monde devenu si différent. J'ai besoin d'aimer la vie, j'ai besoin d'écouter. J'ai besoin d'affectivité, d'amour. J'ai besoin d'aider ma maman qui est malade. J'ai besoin de vivre comme tout le monde. Je vais vivre un feu tranquille, c'est tout. Et je pense que c'est pas difficile à comprendre. Un an après la fin de ce tournage, quasiment jour pour jour, le tribunal de l'application des peines a donc cassé la libération conditionnelle de Farid Bamouamad, la police ayant retrouvé à son domicile une arme et une grenade. L'histoire singulière de celui que l'on appelait Farid Bamouamad vient donc de connaître une nouvelle fin avec ce retour en prison.